Et bonjour, petite fougère de YouTube. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Aussi bien que possible. Ça ne va peut-être pas durer sur cet enregistrement, puisque nous sommes toujours sur la lecture d'Emmanuel Bobatti. En effet. Et oui. L'heure sans son, mais plein de soutien sur vous. Merci, Nils. Plein de câlins à toi, Nils. Effectivement, là, c'est quand même le troisième jour. C'est le troisième jour qu'on est sur la lecture de cet ouvrage. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Là, la dernière en date qu'on a eue, du coup, c'était de nous expliquer que la transition, donc le changement de genre, c'est aussi principalement une question de sexualité. Et du coup, on est là en mode non. Non. C'est-à-dire qu'en fait, la sexualité peut te permettre de te rendre compte que potentiellement, tu n'es pas dans le genre adapté, que potentiellement, il y a une transition à faire. Ça, c'est vrai. Un certain nombre de parcours de personnes trans, notamment, ont pu se questionner à travers leurs relations. C'est vrai. Voilà. Mais en fait, non, c'est pas... Enfin, la question de l'identité de genre n'est pas une question d'identité, d'orientation. Enfin, c'est pas une identité, l'orientation. Merde. Bref, faut vraiment pas être concerné pour dire ça. Alors, Emmanuel Bobatti est un homme trans. Par contre, c'est un homme trans qui est transmatérialiste. Donc du coup, il nous explique que, en fait, la véritable vie des personnes trans, c'est les personnes trans qui sont principalement des bourgeois blancs parisiens. Et universitaires. Voilà. Il a un incroyable grand échantillon pour son étude, parce que c'est une étude scientifique qui est valorisée dans le milieu universitaire, notamment français. Il a un grand échantillon de 30 personnes. Grand échantillon, hein, dis donc, pour faire des études. Et du coup, c'est pas exceptionnellement incroyable. Voilà. Alors, c'est là où c'est rigolo. Il nous explique que, du coup, les questions d'identité trans, elles sont multiples, qu'il y a bien sûr les hommes et les femmes trans, mais qu'il y a tout un tas de trucs au milieu entre les deux stéréotypes de genre, et que, notamment, il y a des non-binaires, etc. Il le dit une fois, il y a 100 pages. Depuis, il nous explique que, en fait, il n'y a que des parcours de transition médicale. C'est le seul parcours de transition valide. C'est quand tu fais une opération chirurgicale ou plusieurs opérations chirurgicales et que tu vas dans le genre opposé à celui qui t'est assigné à la naissance. Point. Donc, voilà. Voilà. C'est à peu près ce niveau-là d'ouvrage. Donc bon... Voilà. Oui, il y a des bails transmédicalistes bien comme il faut. Ouais, c'est pas très bien. C'est pas très bien. Voilà, c'est... Mais comme je dis, ça me donne beaucoup d'éléments sur lesquels intervenir et rebondir. Au moins, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette lecture commentée. Du coup, bonjour à toi, Audrad. J'espère que tu vas aussi bien que possible dans cette belle journée. Bien entendu, parce que le genre, c'est avant tout une question d'organes génitaux, finalement. Bah oui. Oui. Ah, mais il y a eu plein de perles. Hein. Donc la première perle qu'on a eue, vraiment le premier truc qui était incroyable dans cet ouvrage, c'est que quasiment première ou deuxième page, je sais plus, c'est vraiment au tout début de l'ouvrage, dans l'introduction, ça nous explique qu'en fait les identités trans n'existent que parce que le patriarcat. Voilà. Donc déjà, partant de là, t'es en mode wait, what? Comment ça? C'est-à-dire que, en fait, non. Va falloir me l'expliquer, celle-là. Parce qu'en fait, tu gagnes des droits. Voilà. Non, mais c'est pas bien, hein. C'est pas très bien, hein. Un des autres bails qui est venu à ce moment-là, ça a été aussi de nous expliquer que, en fait... les parcours de transition médicaux, donc notamment tous les bails transmédicalistes, c'était de nous dire qu'en fait c'est les trans qui les ont construits. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. C'est hors sol? Oui. Bah, en fait, la justification, c'est dire, tu vois, dans un système qui est oppressif, dans lequel les personnes trans sont oppressées, il se trouve qu'on a exploité les personnes trans dans la psychiatrie, dans le monde médical, on va dire, biologique, enfin, des opérations, etc. Quoi. Et donc, du coup, puisque c'est des gens qui sont exploités, bah, en fait, c'est de la con-construction, vous voyez. Et vraiment, t'es là en mode, t'as pas compris le principe de l'exploitation, toi. T'as pas... Hmm. Hmm. Voilà. Je peux la comprendre uniquement si on arrive à me convaincre que le patriarcat implique la construction sociale qu'est le genre, et du coup, on oublie toutes les femmes trans qui en perdent. Alors, selon les propos qu'on a commencé à lire, et notamment les propos récents dans l'ouvrage, apparemment, les femmes trans, en fait, comme elles passent la plupart du temps, en tout cas, c'est selon lui, leur vie en tant qu'hommes, puisque selon son échantillon incroyable de 30 personnes, les femmes trans ne font de transition que après avoir eu une vie de famille établie, après avoir été du coup parents, etc. Bah, en fait, elles bénéficient de absolument tout le parcours masculin en fait qu'elles ont pu avoir avant. Donc en fait, les femmes trans, ça va. Alors que par contre, les hommes trans, ils souffrent parce qu'on les regarde pas, parce qu'on les laisse dans un coin sombre. Voilà, c'est le propos pour l'instant du bouquin. C'est pas très bien. C'est pas très bien ce qu'on lit. C'est pas très bien. Je crois que je vais pas trop pouvoir suivre cette lecture. Ah, c'est quelque chose, hein. Je vous avoue que c'est quelque chose. C'est un petit peu... Je vois que j'ai rien raté. Non, vous avez pas raté beaucoup de choses. Désolé. Malheureusement, non, désolé. Je crois que un des passages qui m'a le plus tué, d'ailleurs Ardine, elle a gentiment décidé d'en faire un clip, c'est le moment où on a lu que les corps des trans, il fallait les soigner. Du coup, j'ai fait une aparté en disant « Attends, quoi ?» Et après, je me suis dit « Non, mais peut-être que l'auteur, il est en train de reprendre les termes de ce monde médical, etc. Et qu'en fait, c'est à prendre avec des pincettes, etc. » Je reprends la lecture, et la phrase suivante, c'est que il faut soigner les âmes trans. Bienvenue du coup dans le transmatérialisme. Oui, c'est éclaté au sol. Oui, ça reprend énormément de bails extrêmement violents en fait et oppressifs. C'est incroyable. Bonjour, personne anonyme, bienvenue. J'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Oui, on en a eu aussi. Mais le point de vue notamment du livre, parce que le livre est récent. Le livre a été publié en janvier 2024. Genre, ça fait pas très longtemps que le livre est publié. La position du livre, c'est de dire alors, depuis 2016, légalement, il n'y a plus d'obligation d'être stérilisé en France, donc ça va. Et on n'oublie pas le fait que on parle là juste d'une question de légalement. Parce que dans les pratiques, on sait que c'est pas le cas. Dans les pratiques, on sait qu'en fonction de la région, en fonction des gens avec qui tu vas devoir passer pour ton parcours de transition, et notamment transition médicale, et ben on sait que c'est pas pareil en fait. On sait que c'est totalement inégal. Donc, est-ce que le livre dit pourquoi c'est plus obligé? Oui, le livre a quand même précisé que c'est parce qu'on s'est fait quand même un peu salement toquer par l'Europe, qui a dit « Oh mais en fait vous faites des thérapies de conversion, mais en fait vous êtes absolument horrible, mais en fait vous êtes des transphobes de l'enfer. Non mais en fait il va falloir arrêter ça tout de suite. » Et que là c'est vrai quand même la France a dit « Bon ok, on va retirer l'obligation légale. Allez, on est sympa. » Voilà, donc il faut quand même qu'on se fasse bien tirer dessus pour que enfin on se bouge un tantinet le cul. Hein. Et encore une fois, juste d'un point de vue légal. Le monde qu'il y a entre le légal et la pratique, il est là, hein. Il existe. Hein. Et encore une fois, c'est quand même une grosse différence. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Donc bon, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et merci beaucoup pour le follow. Tu es, selon l'Académie des vieux croutons français, acolyte des illustres fougères, personne anonyme.
Magnifique synthèse vocale, j'aime beaucoup. Sans pour autant réprimer pénalement toutes les personnes dans les milieux concernés qui perpétuent ce genre de demande procédure. Mais complètement, ça je l'ai dit notamment lors de la lecture d'hier, parce que effectivement on sait qu'il y a des juges qui en ont rien à foutre, qui sont dans l'illégalité la plus totale et s'en branlent, s'en foutent royal. On a une quantité phénoménale de témoignages. Encore hier, je sais plus qui dans le chat disait j'en ai encore vu passer un, avec un dossier qui est solide pour un parcours de transition, et en fait on te le refuse, parce que les personnes sont transphobes, au même titre que le système est transphobe. Et c'est pas parce que tu as changé une petite loi à un moment donné pour dire ok, officiellement vous êtes plus obligé d'être stérilisé que c'est respecté. On sait que non. Ça enlève pas toute la transphobie qui est systémique en fait. Ça enlève pas le fait que la société telle qu'elle est construite, l'administration telle qu'elle est construite, les personnes qui sont dans ces différents rouages sont transphobes. On le sait, ça disparaît pas. Enfin, c'est vraiment le même move que de dire vous avez vu, le racisme c'est illégal donc il n'y a plus de racisme. PTDR, non. Ça va pas marcher en fait. Et de fait, on constate que ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche absolument pas. Enfin, donc c'est vraiment toujours pareil. C'est le même move encore une fois. On peut le décliner à toutes les sauces, parce qu'on l'a eu à toutes les sauces. Ah, regardez, légalement, faire la discrimination en fonction du sexe, c'est interdit. Ah, c'est vrai que ça a empêché la patriarcat, ça empêche le sexisme. On l'a vu tout de suite. Ah en fait non. Ah non, ça n'a rien empêché. Ah zut alors. Oh. Rien que le fait qu'il faut faire tout un dossier bourré de témoignages, etc., que c'est tellement transphobe, qu'est-ce que ça peut foutre aux administrations d'avoir 10 000 preuves. Et là-dessus, d'ailleurs, on est revenu un peu dessus, mais le parcours qui est présenté, encore une fois, comme le parcours valide trans, c'est le parcours valide trans avec toutes les démarches administratives, avec opérations, etc. Et du coup, là-dessus, c'est aussi présenté comme quoi c'est valide parce que ça montre aussi que t'es pérenne dans ton move. Oui, il y a encore un côté très... comment dire, surplombant, comme s'il fallait te conduire par la main, comme si t'étais un peu un gamin qui sait pas prendre tes décisions, etc. Il y a un côté très, on va dire paternaliste, et vraiment t'es là en mode bordel quoi. Et je rappelle que tout ça c'est écrit par un mec trans, c'est ça le pire. C'est écrit par une personne trans qui a ces biais là. Ça me tue. Je pense que c'est la partie qui me tue le plus. J'ai eu le sens d'avoir accès à la nouvelle procédure simplifiée en Suisse, ça m'aurait vraiment bouffé, je pense, sinon. Bien sûr, malheureusement, bien sûr. On sait que trop à quel point ça a bouffé des gens. On a des témoignages, encore une fois, sur des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Enfin... là, la toute dernière partie qu'on a lue, juste avant que je parte en pause, en fait, on nous présente un témoignage, parce que du coup, il y a des témoignages qui sont présentés de temps en temps. Le témoignage, c'est notamment, du coup, une femme trans qui t'explique qu'elle, dans le milieu professionnel, en fait, elle essayait de mettre des tenues qui étaient neutres. Elle essayait d'avoir un passing neutre, ni masculin ni féminin. La réponse de l'auteur, c'est de dire que, en fait, c'est parce que elle se préparait à avoir du coup un passing féminin. Point. Parce qu'il n'y a que deux genres, homme, femme. Point. Quand tu fais une transition, c'est forcément que tu vas dans le genre opposé à celui qu'on t'a assigné à la naissance, et ça s'arrête là. Donc tout ce qui est fluidité de genre, tout ce qui est les personnes qui sont agenres, tout ce qui est les personnes qui sont non-binaires, qui se sentent donc autant hommes que femmes. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. C'est vraiment, c'est genre, pouf, on s'en branle. Je suis pas concerné, ça me touche pas, donc m'en fous. Vraiment, c'est ce move-là. Et encore une fois, c'est pas le seul truc qui va pas. Enfin, à un moment donné, il y a aussi le move de nous dire tout à l'heure, en fait, de toute façon, la question trans, c'est aussi la question principalement de l'homosexualité. Et t'es là en mode, attends, quoi ? Comment ça ? Comment ça, la question trans, c'est la question de l'homosexualité ? Et en fait, on t'explique que, en fait, tu deviens trans aussi parce que, en fait, tu remets en question le schéma classique et qu'en fait, t'aimes le même genre. Et t'es là en mode, non, en fait. Non. Ça va pas être possible. Enfin, vraiment, il y a tellement de bails éclatés tout le long du truc. Tu t'es dit, mais... Et ça, c'est censé être du transmatérialisme. C'est censé se baser sur le terrain. Sauf que, en fait, c'est l'écueil avec le matérialisme en général. Le matérialisme, en fait, personnellement, c'est mon point de vue personnel, voilà. Le fait est que le matérialisme est quelque chose qui peut être pertinent dans un cadre très spécifique, à savoir celui de faire un état des lieux actuel dans nos sociétés hautement dysfonctionnelles. C'est-à-dire que quand tu utilises le matérialisme pour comprendre là concrètement qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie du vrai monde véritable, c'est pertinent de faire des analyses matérialistes. Mais ça s'arrête à ce périmètre défini-là. C'est-à-dire que si tu utilises le matérialisme, et donc là en l'occurrence le transmatérialisme plus spécifiquement, pour en fait en définir ce que sont les trans de manière générale, etc.,
pour définir en fait l'identité des personnes trans, etc., ben, en fait, c'est que tu comprends pas de quoi tu parles. Parce que le problème, c'est que dans une société comme les nôtres, qui sont oppressives au possible, notamment qui sont axées sur une binarité de genre, qui sont racistes, qui sont patriarcaux, etc., 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 bah, en fait, concrètement, tu ne permets pas matériellement l'existence de tout un tas de choses. Tu ne permets pas l'existence des personnes non binaires. Moi, matériellement, je n'existe pas. Je suis une personne non binaire, mais si vous regardez ma carte d'identité, c'est marqué homme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Matériellement, je n'existe pas en tant que personne non binaire. De même titre que en tant que personne qui est ace, je n'existe pas. Matériellement, le réflexe systématique que les gens me donnent, c'est « Non, mais c'est que t'as pas encore rencontré la bonne personne avec qui baiser. Non, mais c'est que t'as pas bien baisé. Non, mais t'as peut-être un problème psychique et il faudra peut-être que tu consultes quand même pour comprendre pourquoi t'aimes pas baiser. » Vous voyez, on n'existe pas matériellement, puisqu'on est dans des sociétés oppressives qui nous empêchent l'existence. Donc si tu te bases sur une approche matérialiste pour comprendre et analyser de manière très générale, ben, tu vas passer à côté de plein de trucs en fait. Tu ne peux pas faire autrement que passer à côté de plein de trucs, puisque nécessairement, ton analyse se basant que sur ce qui existe concrètement et que ce cadre du concret, il est indexé à ce qui est possible dans une société oppressive, bah ça marche pas. Genre, ça marche pas en fait. C'est... Ah. Voilà. C'est quoi l'objectif d'avoir cette info sur ta carte d'identité ? Ah, rien, hein, rien du tout. Oui, non, mais de toute façon, les bi, on connaît les bails. Hein. On a vu toutes les sauces que quand t'es bi, tu te prends. Tous les coups du « Ah, mais attends, t'es une meuf, bi, mais en fait, tu sors avec des mecs, donc t'es pas bi. » C'est en mode « T'as pas compris tout, en fait. Hein. » Ou alors, tous les débats à chaque fois qu'on se mange dans tous les sens, tous les sens, constamment, pour rien. Parce que les gens peuvent pas s'empêcher d'être oppressifs, y compris dans leur propre milieu, quoi, en fait. À un moment donné, flemme, on a autre chose à foutre. Je sais pas. Bref, anyway, je rattrape un peu le chat et je vais me remettre sur la lecture. Oui, puis alors quand t'es pan, voilà, hein, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Dès que t'as une sexualité qui n'est pas dans le cadre classique, tu vas prendre un tir pour une raison ou pour une autre. Et y compris dans tes propres milieux. Enfin, c'est systématique. C'est systématique. Dans le milieu queer, je me suis pris des tirs phénoménaux parce que je suis ace. Et t'es là en mode, s'il vous plaît quand même. C'est-à-dire que normalement, parmi les gens qui peuvent comprendre un petit peu qu'on peut avoir des identités différentes, qu'on peut avoir des orientations sexuelles différentes, normalement vous êtes un peu les premiers. Normalement on est censé être ensemble, vous voyez. Et en fait non, tu te prends des tirs. Tu te prends des tirs parce que y a quand même des normes qui sont véhiculées, y compris dans des endroits, dans des structures, dans des groupes qui sont pourtant des groupes minorisés à plus d'un titre. Malheureusement, ça n'empêche pas, loin de là. Bref, je rattrape la lecture du chat. C'est quoi l'objectif d'avoir cette info sur ta carte d'identité ? Rien. Contrôle social, comme d'hab, toujours. Figure-toi qu'il y a des endroits aux États-Unis où on peut mettre X comme genre sur le permis de conduire, qui remplace aussi la carte d'identité là-bas. Dans les faits, les non-binaires n'osent souvent pas mettre le X car c'est prendre un risque dans plein de situations. Et on le sait, malheureusement. Ça me renvoie à mes études universitaires. Le post-identarisme, c'est Judith Butler. Ah, bah justement, on parle de Judith Butler dans le livre, entre autres. Pareil pour les personnes qui me posent pas la question et qui me font pas me sentir assez safe pour en parler. Je suis une meuf, probablement hétéro, mais mystérieusement célibataire depuis toujours. Wink wink de l'œil, on se sait. C'est au moins un premier pas de le proposer, mais oui, ça fait chier de se dire qu'ensuite tu dois affronter les réactions qui peuvent s'en suivre. Bah bien sûr. Bien sûr, encore une fois, même si on met en place des structures, c'est bien, mais ça n'enlève pas les structures dans lesquelles, au-delà de ça, on évolue. Et malheureusement, elles sont toujours oppressives, quoi. Donc c'est un travail constant à tous les niveaux. C'est déjà ça, mais ça sera jamais suffisant. Dans les milieux queer, c'est très vénère, souvent, la phobies. On est nombreux à avoir ce genre de témoignages. Bah bien sûr, mais parce que, encore une fois, c'est des problèmes qui sont systémiques. Bon, je me remets dans la lecture. Donc nous sommes dans le chapitre mobilité sociale de sexe. Donc là, c'est le chapitre qui essaie de nous expliquer que, en fait, en faisant une transition, on devient transfuge de classe. Parce qu'on est transfuge de sexe. Oui, je sais. Ouais. Voilà. On est reparti. Une promotion tolérée. Les FTM débutent leur transformation relativement jeune et de manière progressive. Dans leur transition, la frontière du genre est difficilement palpable. Ce phénomène se ressent bien lorsque je pose la question, volontairement vague, qui ouvre chaque entretien. Vous avez fait une transition. Est-ce que vous pouvez me dire comment tout a commencé ?
Alors d'ailleurs au passage, je me permets de redire encore un truc parce que je le revois à nouveau. On nous dit tout le temps des vérités d'ordre général comme ça qui sont soutenues par rien. C'est-à-dire que là, Emmanuel Bobatti, il a reçu 30 personnes en entretien. Et à côté de ça, il se sert également d'une étude qui a été faite par l'INSERM sur 300 personnes trans, en tout et pour tout. Françaises, hein, je précise, évidemment. Et le truc, c'est qu'à partir de ces deux groupes-là, tout un tas de choses est avancé comme étant des vérités d'ordre général. Alors qu'il y a des gros problèmes dans la manière dont étaient produits ces contenus-là. C'est-à-dire que 30 personnes comme échantillon pour en faire des généralités sur les populations trans, et à plus forte raison sur les populations trans non françaises, ça pose problème. Et de fait, déjà de base, il y a un autre problème, c'est que cet échantillon, il est principalement parisien. C'est-à-dire que c'est un parcours quand même qui est un peu différent quand tu fais un parcours de transition, on va dire, sur Paris, avec le fait que c'est une énorme ville, avec énormément de personnes, avec des milieux queer présents qui peuvent offrir du soutien, etc. Par rapport à si tu fais un parcours de transition au fin fond de Boulgouleville, je sais pas moi, dans le coin le plus paumé de la Normandie, admettons. Vous n'allez pas tout à fait avoir le même parcours de transition parce que vous n'allez pas tout à fait avoir le même contexte. Donc déjà, il y a un léger problème. Voilà, il y a très très clairement un léger problème. Et pour ce qui est de l'étude de l'INSERM, qui du coup se base sur 300 personnes, comme le dit TechnoViking, c'est 300 personnes qui ont rempli volontairement un questionnaire à travers la sollicitation par une institution publique. On va pas se mentir que les milieux qui sont minorisés, à savoir notamment les milieux queer et donc notamment les milieux LGBT, plus précisément trans, sont pas vraiment les milieux qui sont, on va dire, le plus confiants quand un institut, une institution publique vient poser des questions. Clairement, c'est pas là que vous avez la grande majorité des populations concernées qui vont dire « Oh yes, je vais aller répondre ». Ça se voit notamment au fait qu'il n'y a que 300 personnes qui ont répondu. Notamment. Donc du coup, ça bloque quand même pas mal de points, on va dire, pertinents sur les recherches, et ça laisse à penser que les conclusions qui en sont faites sont peut-être, probablement, un peu bancales. Donc là, en l'occurrence, la partie commence en nous disant que les FTM, donc les mecs trans, concrètement, débutent leur transformation relativement jeunes et de manière progressive. Ça, c'est présenté comme une vérité d'ordre général. Très franchement, je suis pas sûr que ce soit forcément fondamentalement le cas. Parce que le fait est que, pour poser ça, ça se base sur 30 et 300 personnes dans des cadres de recherche qui sont un petit peu discutables, encore une fois. Est-ce que vraiment ça représente le réel de la majorité des expériences trans à travers le monde? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est peut-être le cas, hein. Je vous dis pas que ce n'est pas le cas. Je vous dis que ce qui est utilisé pour avancer ça, c'est un peu bancal. Personnellement, je trouve que c'est un peu fort de café d'avancer ça en mode « Hop, c'est bon, c'est comme ça, c'est la réalité ». Ça me semble difficile de l'utiliser comme ça. Mais bon, bref. Ce phénomène se ressent... non, ça j'avais lu, pardon. Les FTM sont généralement bien en mal de me répondre, tandis que les MTF savent situer précisément le commencement de leur parcours. Les hommes trans se contentent d'expliquer que c'est quelque chose qui s'est fait pas à pas. Dans l'extrait suivant, Lucas retrace sa lente transition vestimentaire. Ça a été très progressif. J'ai commencé à laisser de côté toutes ces fringues qui me gênaient et dans lesquelles je n'étais pas à l'aise pour porter des choses dont j'avais plus envie. Qui étaient plus intermédiaires, plus androgynes. Au fur et à mesure, j'avais déjà commencé à me couper des cheveux là, puis là, et puis là, et puis là. C'est un geste qui signifie que ses cheveux sont de plus en plus courts. Au fur et à mesure, j'ai accepté d'acheter des vêtements de mec que j'avais vraiment envie d'acheter. J'étais vraiment dans une transition dans le sens où je prenais beaucoup de plaisir à porter des fringues de mec, avec des sous-vêtements en dentelle et des strings. Il y avait toujours ce truc-là, tout en étant malgré tout dans un inconfort. Au fur et à mesure, les soutifs, je pouvais plus. J'ai lâché le soutif. Je portais plus que des culottes ou des strings. Puis petit à petit, je suis passé au shorty. Et puis le shorty a basculé sur du boxer masculin, et puis jusqu'au caleçon. Dans le début du processus de masculinisation, les rappels à l'ordre du genre sont rares. Là où les MTF voient une rupture biographique, les FTM décrivent un processus linéaire. Après avoir retracé la mutation de sa garde-robe, Lucas poursuit son récit en mentionnant un élément invisible aux yeux des autres, les sous-vêtements. Les FTM parlent davantage de la transition pour soi que les MTF. Dans leur cheminement, il y a souvent une phase d'entre-deux sexes.
Nombre sont les hommes trans qui se sont un jour identifiés comme non-binaires. Un phénomène plus rare chez les femmes, comme nous le verrons dans le chapitre 5. Certains ont, pendant un temps, parlé d'eux-mêmes avec un langage neutre, en évitant de se genrer. Au cours de cette période, les futurs FTM peuvent aussi, ponctuellement, se travestir au masculin. Bon, là, on revient sur un autre truc qui moi, me pose problème, dans le transmatérialisme, de manière très large, et c'est vraiment un truc qui, malheureusement, est très répandu. Les personnes non-binaires n'existent pas en tant que telles, les personnes non-binaires ne sont qu'une phase dans une transition. Voilà. C'est le point de vue qui est très souvent avancé, c'est de dire qu'en fait, si tu es non-binaire, c'est juste que tu n'as pas fini ton chemin, tu vas aller plus loin et tu vas faire une transition. Point. C'est juste que tu n'en as pas encore conscience. En gros, c'est de dire que toutes les personnes non-binaires, de près ou de loin, sont ce qu'on appelle des œufs. Comme je l'avais déjà dit et explicité hier, les œufs, donc, ce sont les gens qui, en fait, à terme, vont faire une transition, mais qui, pour l'instant, pour des raisons qui peuvent être des raisons de contexte, etc., ne le font pas, n'entament pas la transition. La personne peut ne pas en avoir conscience encore totalement, même si elle commence à se poser énormément de questions, mais en gros, c'est tout simplement une personne trans en devenir. Et le truc, c'est que vraiment, la position du transmatérialisme, c'est de dire que tout le monde, quand tu es en dehors de ton sexe, de ton genre assigné à la naissance, est une personne qui est en fait est un œuf. Ce qui est éclaté au sol. Enfin, vraiment, ce qui est éclaté au sol. Parce qu'en fait, déjà, un truc qui est con, c'est de ne pas prendre en compte le fait qu'on évolue. Tout au long de notre vie, on évolue constamment. On peut faire un parcours dans un sens et puis on peut revenir en arrière pour plein de raisons différentes et elles sont valides. Donc déjà, en fait, ça part d'une logique qui est un peu pétée au sol puisque ça part de la logique que finalement, il y a un état qui est un état constant et c'est juste qu'un jour, il va se révéler à nous et on va faire ce qu'il faut pour aller à cet état constant qui est constant dans le temps. Point. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. Heureusement qu'on n'est pas des blocs monolithiques et statiques qui ne bougeront jamais. Encore heureux qu'on évolue dans la vie. Sinon, ce serait quand même un peu triste, quoi. Je connais personnellement plusieurs personnes dans la situation qu'il vient de décrire comme rare. Je suis à Rouyn-Noranda, 40 000 personnes. L'association queer, elle fait environ 20 personnes. Le noyau dur, c'est une demi-douzaine. Les associations militantes au Québec se concentrent surtout sur Montréal, parfois Québec, la ville. Le seul bar queer du coup, je sais pas si je le dis bien, Rouyn-Noranda. J'ai un doute sur le fait de bien le dire, mais voilà. Fermé il y a des années. La médecin qui accueille les trans est partie et on a un ou deux articles qui recueillent quelques témoignages de queer bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Je connais pas ce mot. Habitant peut-être. Des personnes qui habitent peut-être. Je sais pas, je connais pas ce mot. Habitibienne, je connais pas du tout. Voilà pour les disparités géographiques. Ok. Je reprends la lecture en attendant. Le travestissement des FTM n'est pas comparable à celui des MTF. D'abord, il est beaucoup plus rare chez les hommes que chez les femmes trans. Ensuite, il représente pour eux une activité ludique et collective, alors qu'il s'agit d'une pratique secrète et coupable chez leurs homologues féminins. Bah ça, pareil, je pense que ça dépend beaucoup des contextes. L'Abitibi, c'est une municipalité régionale du comté québécoise. Ah, ok. Oh, je connaissais pas du tout. Merci. Comment tu peux dire que tu acquiers des privilèges en transitionnant et ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'une meuf trans voudra privilégier une transition vestimentaire rapide? Alors ça... moi, je réagis un petit peu là sur le truc qui est dit, comme quoi le fait d'être dans le travestissement serait une activité ludique et collective pour les uns, mais pas pour les autres, qui serait secrète et coupable. Genre, pardon, mais ça dépend du contexte, en fait. Ça dépend tellement fort du contexte. Genre, pareil, ça, encore une fois, c'est avancé comme une vérité d'ordre général, et t'es en mode, bah non. C'est sur quoi ta vérité d'ordre général? Enfin, Coco, quand même. Bon, bref. Certains FTM rapportent qu'avant leur transition, ils aimaient bien se kinguer, du terme drag king, en soirée, c'est-à-dire parodier les codes de la masculinité. Pour Julien, ce jeu des apparences a été un révélateur de son désir de transition. Je me suis dit, dress code, drag queen. Ça peut être fun, c'est comme Mardi Gras, on va se déguiser. Et là, par contre, il y a eu comme une révélation. C'est que je me suis senti très à ma place. J'ai eu l'impression pas de jouer un rôle ce soir-là, mais au contraire de mettre sur pause le rôle que je jouais tous les jours. C'était génial, c'était hyper fort. Alors je suis rentré et j'ai dit, ouais, on va faire les drag kings, ça va être cool.
J'ai embarqué tout le monde. Et puis moi, je voyais bien que c'était un petit peu un prétexte. J'étais là à embarquer tout le monde pour essayer de noyer mon poisson, d'être à l'aise quelques heures, une soirée, une journée. Et les laps de temps grandissaient. Une fois, c'était pour des photos. Puis, tiens, on va faire la soirée. Et puis, voilà. Il y avait toujours un prétexte pour que le jeu se prolonge. Pas comme s'il existait tout un terme, une communauté autour de ce phénomène, hein. Non, mais enfin... Bref. C'est vraiment... je sais pas. Le côté c'est un jeu, c'est un côté ludique. Je suis en mode... ouais. Moi, c'est le côté ludique, hein, je précise, le coin qui me parce que oui, je vois peut-être que je suis biaisé de ouf, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté pour une femme de porter des fringues de mec que l'inverse. Oui, je pense ça aussi, je ressens ça aussi avec mes interactions, on va dire en général. Là, le côté qui me chafouine, moi, c'est pas ça. C'est le côté que y a une des deux communautés qui voit ça comme une activité ludique et collective, alors que de l'autre côté, c'est secret et coupable. C'est cet aspect-là qui me chafouine, en fait. Genre, le drag queen, le drag king, les deux, en fait, sont faits de manière ludique, collective. Enfin, il y a vraiment... c'est le côté vraiment ludique collectif qui est différencié, où je me dis, ça dépend du contexte. Ça dépend profondément du contexte, en fait. Genre... je suis pas sûr de soutenir cette thèse-là, moi, personnellement, quoi. Après, encore une fois, c'est basé sur rien. Enfin, il n'y a pas d'études derrière citées ou quoi que ce soit. Donc, personnellement, je n'ai que mon avis, qui est, du coup, potentiellement biaisé, hein, on soit d'accord. Donc, voilà, c'est pas parce que moi, je suis perplexe face à ça que c'est un constat que c'est faux ce qui est dit. Mais c'est vrai que, personnellement, ça m'interpelle un peu. Le côté ludique et collectif, dans la pratique, j'avoue que je suis un peu en mode, ça dépend du contexte, quoi. Moi, le présenter comme une vérité d'ordre général, ça me semble bizarre. Ça me semble un peu s'avancer, quoi. Ruin Noranda, du coup. Mais je l'ai appris en arrivant et se trouve en Abitibi Témiscamingue, région boréale qui est assez excentrée par rapport au grand centre de population au Québec. D'accord, ok. Ouais, parce que plein de fringues de mecs sont neutres, en fait, quand tu les portes, il n'y a pas écrit fringues de mec dessus. C'est pas faux. Je m'habille au rayon mec depuis que je suis ado. On m'a déjà fait plein de remarques sur ma façon de m'habiller. Négligé, fringues larges, ce genre de trucs. Mais quasiment personne n'a sorti un truc précis comme fringues de mec. Ouais. Et aussi le fait que la personne neutre, c'est des mecs cis blancs hétérovalides. Une femme qui porte des vêtements masculins, c'est donc souvent moins perceptible comme une déviation de la norme qu'un mec qui porte des vêtements féminins. C'est pas faux. Je pense qu'effectivement, ça, ce sont des choses qui rentrent en ligne de compte. Très clairement. Roue 1 plutôt. Ok. Donc Roue 1 Noranda. Encore une fois, désolé si je prononce mal, hein, que ce soit les noms de localités, que ce soit les pseudos. Je ne prononce pas très bien les choses, je suis désolé. N'hésitez pas à me reprendre, hein, je vais pas vous dire non, je m'en bats les reins, je vais continuer à mal prononcer, je vais essayer de faire des efforts. Je vous garantis pas une réussite, mais je vous garantis d'essayer de faire des efforts, très clairement. C'est aussi que le neutre est associé au masculin, la langue est contrainte par la pensée, etc. Oui. J'ai l'impression qu'on est trois à dire plus ou moins la même chose avec différentes nuances. On semble d'accord, ça me semble effectivement être dans la même vibes. Je reprends. Nous en étions... je ne sais plus, j'étais là. Par la pratique du travestissement, les FTM développent souvent un certain goût pour les effets procurés par les habits masculins. Pour sa recherche sur l'anorexie, Muriel Darmon remarque que pour beaucoup de jeunes femmes, les effets physiques de la privation en viennent à être grisants. Le processus de changement devient alors lui-même une expérience structurante, un phénomène que cette sociologue qualifie de socialisation de la transformation. Chez les trans aussi, le corps lui-même peut devenir une force d'entraînement indépendante et interne. Mais si les FTM prennent davantage de plaisir que les MTF à expérimenter cette force d'entraînement, c'est entre autres que les promotions de sexe sont mieux accueillies que les déclassements. C'est aussi pour cette raison que les hommes trans n'attendent jamais un âge avancé pour se décider à transitionner. Alors là, encore une fois, je suis en mode perplexité. C'est aussi pour cette raison que les hommes trans n'attendent jamais un âge avancé pour se décider à transitionner. Pardon, mais dans quel monde tu vis? Dans quel monde tu vis? Genre vraiment? C'est vraiment le mec, il a eu 30 pélos qui sont venus le voir
de son petit monde académique, etc. Et du coup, voilà, ça représente l'entièreté de toute la vie de toutes les personnes trans mondiales. Point. Et vraiment, t'es là en mode, mais... Ah non, en fait. Ah... Je vais aller refiler mon stock de monsters, il n'y en a plus. We have a problem now. Oui, je comprends. Je suis dans la même position, je n'ai plus beaucoup de monsters. Du coup, je sais que demain, il va falloir que j'aille faire des courses. C'est une nécessité. Pour prendre des monsters et éventuellement prendre d'autres trucs. Comme de la nourriture, peut-être. Oui, non, mais voilà, jamais. Cette personne a rencontré tous les mecs trans du monde et c'est... Mais oui, non, mais il y a vraiment une approche qui est, à mon sens, un peu beaucoup discutable, quoi. Je pense surtout que, de fait, il n'y a pas vraiment de fringues de mecs versus fringues de meufs. Il y a des fringues considérées de meufs, des fringues portables par tout le monde. On fera la remarque à une personne perçue comme femme si elle ne porte jamais de fringues de femme, à une personne perçue comme homme dès qu'elle mettra des fringues de femme. Ouais. Mais sérieusement, même juste en termes de méthode scientifique, ça prend une demi-heure de biblio pour détromper le mec. Oui. Oui. Bienvenue dans le magnifique monde du transmatérialisme. C'est un monde magnifique où le courant de pensée est tel qu'il faut absolument mettre de côté énormément de réalité pour que ça cadre. Du coup, en fait, ça cadre pas. C'est tout le problème avec le transmatérialisme. C'est vraiment un courant de pensée qui est pas bien. Et en plus, encore une fois, c'est ça le truc qui, moi, m'interpelle le plus. Le transmatérialisme, c'est un courant de pensée développé et maintenu par des personnes trans dans les milieux trans. C'est-à-dire que littéralement, ce sont des personnes concernées qui sont en train de développer et de maintenir une idéologie qui permet de fracasser sa gueule à plein de personnes trans autour d'elle. C'est-à-dire que littéralement, c'est des alliés, c'est des membres de la communauté qui viennent te fracasser la gueule. Mais en souriant. Parce que tu comprends, ils sont aussi du groupe. Et vraiment, moi, c'est le truc qui me fume. C'est vraiment un truc qui me fume. Genre vraiment, comment, en étant une personne concernée, tu peux te comporter comme ça, maintenir et promouvoir ce genre d'idéologie et vraiment ne pas voir le problème. Genre, vraiment. Ça me fume. Ça me fume. Bref. Je reprends. Aucune forme de stigmatisation et de violence n'est assez forte pour les dissuader de changer de sexe dans la jeunesse. Donc ça, c'est la phrase qui fait suite à la phrase qui vous dit que tous les hommes trans font leur transition jeune. Hein? Vraiment? Non mais, vraiment? Au revoir le bot. Belle tentative pour vendre des cheap viewers, mais en fait non. Bon, je vais pas rebondir plus que ce que j'ai déjà rebondi, hein. Je pense que vous avez mon point de vue de manière relativement claire. Je vais continuer. Cette tolérance à leur égard est en partie liée au fait qu'ils sont initialement perçus comme des garçons manqués. Les filles garçons manqués sont donc moins suspectées d'homosexualité que les garçons efféminés, et lorsqu'elles le sont, cette homosexualité apparaît moins menaçante pour les autres filles que l'homosexualité masculine ne l'est pour les autres garçons. Alors, et là, du coup, on va pas parler, par exemple, alors attention, trigger warning, violence sexuelle et sexiste. Attention. On va pas parler de toutes les agressions qui sont faites sur les hommes trans pour leur apprendre à être de bonnes femmes. On va pas parler de toutes ces violences, de toutes ces agressions qui se font notamment en groupe. Quand tu as une meuf qui est perçue comme trop masculine et qu'on veut lui apprendre à être une bonne femme. Ça n'existe pas, tout ça? Non? Parce que moi, j'ai quand même quelques petits témoignages en tête où c'est le cas. J'en ai même certains que je connais. Donc, Voilà. Voilà. Si quelqu'un peut marquer fin du trigger warning pour les gens qui sont dans le chat, ce serait bien aimable. Parce que potentiellement, il y en a qui ont cut l'audio, à raison, hein, avant que je dise ça. Concrètement, je te confirme que pour toi, il y a un magasin de vêtements qu'on distingue assez clairement un rayon hommes et femmes. Oui, mais je pense qu'on parle d'un point de vue social, effectivement. Ouais. Merci pour les gens qui ont mis la fin du trigger warning. Merci. Donc, ouais. Les cheap viewers, ouais, des viewers moutons. Mais il a pris un ban, donc le bot n'est plus là. Désolé. Je connais le cliché de la femme masculine qui est forcément lesbienne. Bah oui, bien sûr. Non mais bien sûr. Enfin, bref. Bon, je reprends sur le texte.
Donc les filles garçons manqués sont moins suspectées d'homosexualité que les garçons efféminés, et lorsqu'elles le sont, cette homosexualité apparaît moins menaçante pour les autres filles que l'homosexualité masculine ne l'est pour les autres garçons. Au début, une petite dose de masculinité chez les filles peut même apparaître rassurante, notamment aux yeux des parents. Certains y voient alors une promesse d'intelligence ou un espoir d'émancipation, mais la tolérance a ses limites. Là, c'est le moment où il faut parler de sexisme. C'est le moment où il faut parler du patriarcat, par exemple. Les FTM aussi connaissent des rappels à l'ordre du genre. Selon le professeur en études, Jack Halberstam, les femmes masculines se heurtent à une barrière de l'âge. Le passage à l'âge adulte, les garçons manqués, qui autrefois attendrissaient leur entourage, deviennent soudain problématiques. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus général de durcissement des rôles de genre pendant les années lycée. Si la masculinité rencontre peu d'entraves dans l'enfance, elle doit cesser dès la fin de l'adolescence. Sous pression, les futurs FTM peuvent parfois se résoudre à se féminiser. Toutefois, l'expérience est sans commune mesure avec la masculinisation que connaissent les futurs MTF, qui s'engagent dans une première vie en tant qu'hommes. Dans le cas des futurs FTM, la féminisation est plus rare et dure quelques mois tout au plus. Elle est généralement encouragée par l'entourage, comme ce fut le cas pour Benjamin. J'ai eu une phrase qui a peut-être duré 1 an, où j'ai essayé de me féminiser. Parce que vu qu'on me disait que j'étais une fille, pour moi forcément être une fille c'était être séduisante. C'était ça. Donc les jours où je me mettais en jupe, où je mettais un peu de maquillage ou de vernis à ongles, j'avais toujours le droit à un « Oh, t'es trop bien comme ça, t'es trop jolie. Pourquoi tu t'habilles pas comme ça tous les jours? T'as un rendez-vous ce soir ?» Il s'appelle comment? C'est systématique. Ouais. J'entends un léger toutes les femmes sont un peu lesbiennes ou je me trompe, mais il y a tellement de problèmes dans ce qui est dit depuis le début, il y a trop de généralisations, il y a trop de stéréotypes, il y a trop de trucs qui sont juste éclatés au sol en fait, absolument constamment. C'est-à-dire que là, tu as un témoignage qui, à mon avis, doit résonner à beaucoup de personnes qui ont connu un parcours similaire, où quand on n'est pas dans les performances attendues à notre genre, parce que notre société est stéréotypée, notre société est une société, encore une fois, oppressive à tellement de niveaux que voilà, on se prend des retours et dès qu'on fait un petit peu de conformisme par rapport à ce qu'on attend de nous, on vient tout de suite nous traiter comme si c'était la panacée, etc. Et du coup, on subit ces pressions-là. Là, c'est le cas du coup d'une personne trans qui, évidemment, reçoit des commentaires quand, à l'époque, cette personne mettait des vêtements plutôt féminins, avait une apparence qu'on associe de manière stéréotypique à, on va dire, un cadre féminin. Et qui du coup te pousse en fait par des pressions constantes à ça. Mais en fait derrière tu viens faire des généralités qui encore une fois sont éclatées au sol pour utiliser un cas qu'on connaît, tu viens en faire une espèce de règle fondamentale de l'existence, mais basée sur un témoignage ou même sur plusieurs témoignages qui certes existent mais qui ne reflètent pas forcément une réalité, qui se limitent pas à ça. En fait comme d'hab on va oublier des trucs, on va oublier beaucoup trop de trucs. Moi, je peux vous refaire encore une fois un retour à ce qu'on a lu hier, le passage d'hier où il y a 2 mecs trans racisés qui expliquent que, en fait, quand ils présentent leurs papiers, qui du coup sont des papiers à leur dead name féminin, on croit qu'ils ont volé des papiers. On croit que ce sont des immigrés clandestins et que du coup on va appeler les flics et qu'ils sont obligés, dans les 2 cas, ces 2 mecs sont obligés de se faire passer pour une hypothétique sœur parce que leur papier n'est pas encore raccord à leur passing, à leur identité de genre. Et donc du coup, clairement, on te parle de racisme. Et derrière, en fait, le truc qui est fait, comme généralité, c'est que ces 2 mecs-là sont d'un cadre plutôt aisé, alors que l'autre cas qu'on nous a présenté, d'une personne blanche, qui s'est fait du coup mégenrer et attaquer en plein hôpital, une femme trans blanche, là, elle vient d'un cadre qui est pauvre, en fait, qui est complètement prolo. Et la généralité qui est faite, c'est on ne réagit pas de la même manière quand on se fait mégenrer, on réagit avec humour quand on est aisé. Et en fait, t'es là en mode, t'as un témoignage qui en plus est très clair sur le fait que c'est du racisme, littéralement. Les 2 mecs précisent bien que c'est du racisme qui se mange dans la gueule, quoi. Genre c'est, littéralement ils te le disent, c'est parce que mon identité de genre ne colle pas à mes papiers qui sont encore à mon assignation de naissance, qu'on croit, du fait que je suis racisé, qu'on croit que j'ai volé des papiers, etc. Le mec te le dit, il témoigne ça. Littéralement, c'est ses propos. Et la conclusion de Jean Billy qui écrit le bouquin, c'est « Ah mais c'est parce que c'est des riches. »
Du coup, ils réagissent avec humour parce que c'est des riches. Et vraiment, t'es là en mode, mais t'as pas compris en fait. T'as pas compris. Dans le témoignage, en plus, il y en a un des deux, il le dit texto, noir sur blanc. Je suis obligé de dédramatiser. Je suis obligé de faire une forme d'humour pour la personne blanche qui est en face de moi. Parce que si je ne le fais pas, ça va devenir une agression plus violente. Ça va être appel aux flics. Ça va être des conséquences drastiques sur moi. Je suis obligé de dédramatiser. Je suis obligé de tourner ça sur un ton humoristique pour ne pas prendre de conséquences. Et vraiment, c'est très clair que ça, c'est une question de racisme. Genre, c'est dit. Voilà, l'autodérision pour calmer le jeu. Et la conclusion de l'auteur, c'est « Non mais c'est parce qu'il est riche qu'il peut rigoler. » Ça fait tiquer un peu quand même. Hein. Ça fait tiquer un peu quand même. Hein. Donc bon. Bon. Voilà. J'ai trouvé de la Monster et au prix fort. Ah, triste. Je comprends Etilwen. Des fois, je vais dans la supérette à côté, je paye 2 fois plus, mais voilà. Il renverse complètement le truc en plus. Ah oui, non, mais oui. Oui, c'est parce qu'il a peur pour sa vie qu'il se force. Bah oui. Clairement. Mais non. Apparemment, la généralité, c'est parce qu'en fonction de tes thunes, tu vas pouvoir rigoler ou pas. Ok. What? Bon, bref, je reprends le texte. Le témoignage de ce FTM décrit une pratique très répandue et qui participe activement de la socialisation de genre. Le renforcement différentiel. Ce dernier consiste à faire du renforcement positif lorsqu'un enfant ou un adolescent se conforme bien aux normes de son sexe. De tels encouragements ont aussi une autre visée, l'hétérosexualité. Comme l'a montré Adrienne Rich, la jonction à l'hétérosexualité est bien plus forte pour les filles que pour les garçons, les premières étant socialisées à se voir à travers le regard des seconds. Contrairement à la masculinité, la féminité n'est pas une fin en soi, elle est avant tout au service des hommes. Chez les FTM, toutefois, les injonctions semblent moins répressives que chez les MTF. C'est pourquoi la phase de féminisation ne constitue qu'une parenthèse, il est relativement aisé de fermer. Mais là où les choses se compliquent, c'est au moment au passage masculin. Si un garçon manqué est acceptable, devenir un homme est impensable. Personne ne s'étonne du fait que des filles aimeraient être des garçons, voire que des femmes souhaiteraient au fond être des hommes. Cette idée reçue est d'ailleurs au fondement de la théorie psychanalytique de l'envie du pénis, une théorie encore relativement présente dans le sens commun. Et jusqu'à présent, tu as montré d'ailleurs que tu étais plutôt dans ce courant de pensée-là, hein, ceci dit, mais bref, anyway. En revanche, ce désir ne doit pas se concrétiser. Pour les hommes trans, les ennuis commencent lorsqu'ils prétendent accéder concrètement au sexe masculin. Lorsque les FTM sont démasqués, ils risquent alors des violences qui ressemblent fort à celles que subissent les MTF dans les débuts de leur parcours. S'ils portent encore des marques physiques ou des comportementales associées au féminin, ils peuvent alors réveiller la panique homosexuelle chez d'autres hommes. C'est ce que redoute David, qui depuis sa transition réalise un certain travail de performance dans l'espace public. Je me suis rendu compte récemment que je pouvais changer d'attitude physique, genre façon de marcher, ce genre de choses, en arrivant dans le RER ou je ne sais pas. C'est-à-dire, tu vas voir un groupe de mecs qui traînent sur le parvis du RER. Tu vas faire gaffe à comment tu marches, à pas les regarder de façon... Parce que moi, je mate les mecs, tu vois, j'aime bien. Bah, du coup, voilà, c'est le genre de truc, tu vas faire attention à pas être pris pour un PD, une fille, un trans, pas te faire casser la gueule ou je ne sais pas quoi. C'est des trucs cons, mais je crois que oui, inconsciemment, je vais essayer d'avoir une démarche plus mec, si je sens un groupe de jeunes cons. Si les FTM veillent tant au comportement des autres hommes, entre autres parce qu'ils ont été socialisés au féminin. Comme presque toutes les femmes, ils ont fait l'expérience du harcèlement de rue, par le passé, et se montrent donc particulièrement vigilants. Mais désormais, ce dont ils ont peur est avant tout d'être perçus comme des imposteurs. En effaçant toute trace de féminité, il s'agit pour eux de montrer qu'ils respectent l'intégrité du groupe des hommes. Autrement dit, le risque est d'être lu comme homosexuel et de voir ce style de masculinité sanctionné. Comme les MTF, les FTM n'échappent pas aux soupçons gays. Dans un sens comme dans l'autre, les limites de la tolérance ont toujours quelque chose à voir avec la masculinité. Bon. Il y a un constat que je dois avouer partagé. Personnellement, il est relativement évident pour ma part que la masculinité étant ce qu'elle est, très clairement être perçue comme une personne homosexuelle, tu vas probablement susciter des agressions.
Non pas toi, parce que t'es homosexuel, tu suscites des agressions, mais parce que les gens en face, en fait, ont des codes sociaux qui les poussent à être des grosses merdes. Voilà, on va le dire assez crûment. Les mecs sont des grosses merdes. Man are trash, toujours. Et donc, de fait qu'on adopte des comportements pour éviter, ou réduire, en tout cas, la probabilité de se faire agresser pour ces raisons-là, ça me semble assez évident. Oui. Après, j'avoue que la direction, encore une fois, quand on l'est prise, j'ai un peu peur de où ça nous amène, quoi. Je sais pas trop quel va être le point. Bon, on parle de psychanalytique et ça n'a pas l'air d'être de parler en bien de psychanalytique, donc ça va. Je vous avoue que si on venait parler en psychanalytique de bien, là je pète un câble. Enfin, voilà, je vous le dis en toute franchise. Je suis psychologue social du travail des organisations. Je conchis sur la psychanalyse. Déjà que je conchis sur la psychologie, et pourtant, encore une fois, je suis psychologue. Mais justement, je suis psychologue, je suis bien placé pour savoir à quel point c'est problématique. Et bah, bordel, si c'est pour venir voir des gens qui vont venir défendre la psychanalyse, non, ça va pas le faire. Bon, après, là, ça a l'air d'être pas le cas. Pour l'instant. Pour l'instant. On va voir vers où on va. Mais bon, Ouais. Je reprends. Quoique non, attendez. D'abord, je bois un coup. Ah. Voilà. Et Tilwen, j'ai bu un petit coup de Monster. Ça fait du bien. Expérience de transfuge. L'expérience, présente ou passée, de la masculinité suscite aussi des tensions subjectives chez les transfuges de sexe. En découvrant comment sont traitées les femmes, les MTF prennent conscience de la domination qu'elles ont pu autrefois exercer. Le plus souvent, elles parviennent à réduire ce conflit intérieur, tandis que l'ascension sociale installe un malaise durable chez les FTM. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais encore une fois, j'en ai peur. La réflexivité des déclassés. Au cours de leur changement de sexe, les MTF commencent à faire l'expérience du sexisme. En devenant des femmes, elles se confrontent à un éventail de violences symboliques, matérielles, physiques, qui leur étaient auparavant inconnues. Ah oui, évidemment. L'expérience n'est pas tout à fait similaire selon qu'elles ont eu ou non une première vie au masculin. Pour celles qui changent de sexe après avoir fait famille et poursuivi une partie de leur carrière en tant qu'homme, le changement de statut qui accompagne la transition semble plus symbolique que matériel. Camille, 30 ans, divorcée d'une femme avec qui elle a eu 2 enfants, est ingénieure en informatique. Ah, vous voyez, Bad girl, toujours. Dans l'extrait suivant, elle compare son traitement dans la sphère professionnelle avant et après la transition. Je sais que c'est que les deux sexes... Attendez, j'ai mal lu. Je sais ce que c'est que les 2 sexes au boulot, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai vécu les 2 au travail. Parce que le truc, c'est que moi, j'étais chez entreprise 1. En homme. J'avais un traitement d'homme. Depuis mon opération, j'ai changé. J'ai fait plus d'1 mois d'arrêt, donc du coup, j'ai changé de client. Donc, je suis allé chez entreprise 2. Et j'ai fait un entretien. La première question qu'on m'a posée, c'est « Vous avez des enfants ?» Alors que jamais on ne me posait la question de si j'avais des enfants avant. On disait « Ce sont vos compétences qui comptent. » Là, c'était les enfants qui comptaient. Après, j'ai travaillé pendant 2 mois chez entreprise 3. C'est différent. Ce n'est pas pareil. Comment ça? Il y a des choses qui sont différentes. Il y a les « Bonjour madame, mademoiselle ». Il y a « Aujourd'hui, on va m'expliquer comment marche un ordinateur. » Parce que par définition, je ne sais pas faire puisque je suis une femme. Alors que c'est ton métier. Oui, je sais. Ça me fait marrer, justement. Avant, jamais on m'aurait accompagné comme ça. Il y a des choses comme ça où tu sens que ce n'est pas pareil. Je vous appelle madame, mademoiselle. Salut les filles. On sent que ce n'est plus les mêmes rapports. C'est plus familier. C'est plus dans la tchatch. Pourtant, j'ai le même statut. C'est tellement cliché, vous avez des enfants. Et pourtant, c'est quasi systématique dans les entretiens d'embauche. Et pourtant, c'est pas autorisé. Vous savez, c'est encore un de ces cadres où légalement, vous n'êtes pas censé poser cette question-là. Légalement, vous n'avez pas le droit de poser ce genre de questions. Et dans les faits, les gens s'en branlent. Dans les faits, les gens le font. Parce que dans les faits, on est toujours dans une société sexiste et que du coup, c'est ce qui apparaît. Donc bon.
Discrimination, assignation au travail reproductif plutôt qu'au travail salarié, familiarité. Si le statut professionnel demeure relativement inchangé pour les MTF déjà en poste, leur crédibilité s'en trouve diminuée. Ils sont généralement en mesure d'accueillir ce déclassement avec humour, car leur transition impacte peu leurs conditions de vie. Les implications matérielles du changement de sexe ne sont pas les mêmes pour celles qui entament leur transformation sans emploi stable ni soutien parental. Du fait de leurs jeunes âges, ces femmes trans connaissent plus souvent la précarité. Pareil, je suis désolé, mais ça dépend en fait. Ça dépend de qui. Tout le monde n'a pas le même vécu. Bref. Du fait de leurs jeunes âges, ces femmes trans connaissent plus souvent la précarité. La transition affectant considérablement leur existence, elles font une expérience plus rude du déclassement. Trans et MTF tendent à présenter la mobilité sociale descendante comme le prix à payer pour le bien-être gagné avec la transition. J'ai de plus en plus l'impression que, par comparaison, les anards qui vivent en squat respectent plus la loi que les entreprises. Bah oui. De manière relativement évidente, oui. Avec tout déclassement vient le deuil des privilèges disparus. Dans son travail sur les déclassés, le sociologue Camille Penny identifie un espace de la négociation subjective entre réussite professionnelle et réussite dans la vie en général. En fait, je me permets de préciser un truc parce que c'est peut-être pas évident dans ce que j'ai réagi il y a 2 minutes. Le truc qui me fait réagir dans le passage qu'on vient de lire, c'est le côté où... oh, regardez, là, vous avez une femme trans, comme elle est bien passée, en fait, ça va, elle en rigole, tout va bien. Et c'est là où moi, je suis pas d'accord parce que, en fait, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs, en fait. Il y a des femmes trans qui ont déjà eu une expérience de vie et où ça se passe vraiment de manière catastrophique, où elles se retrouvent à la rue, elles se retrouvent dans des merdes immondes, etc. A contrario, vous avez aussi, heureusement, même si c'est très rare, des femmes trans très jeunes qui ont la chance de pouvoir faire la transition relativement tôt et qui sont soutenues par leur famille, par le cadre dans lequel elles sont et où ça se passe du coup plutôt bien. Donc, en fait, encore une fois, il y a des généralités qui sont faites en mode tiens, c'est la vérité d'ordre général et puis c'est tout. Mais en fait, qui sont basées sur pas grand-chose, quoi. Donc, je suis un peu perplexe. Encore une fois, je nie pas les vécus qu'il y a. Il y a tout un tas de vécus et il y a des systèmes qui se dégagent de ces vécus. Mais c'est que là, en fait, on a une vision qui est simplifiée, ultra simplifiée et généralisée. Oui, voilà, il y a une vision assez simpliste de l'humour. On se dit que rigoler de sa situation, c'est un luxe, c'est pas une façon comme une autre de faire face à une oppression. C'est ça. Il y a le côté où, t'as vu, c'est inconséquent, donc ça va. Alors qu'en fait, non, c'est pas inconséquent. Par contre, je présume que si t'es une femme trans et que tu réagis en rentrant dans l'art, tu vas probablement avoir des conséquences qui vont être très négatives sur ta santé et sur ton espérance de vie et sur ta capacité à continuer à travailler dans ce cadre-là, etc. Donc, en fait, t'es obligé de trouver une cause, t'es obligé de trouver un moyen de pouvoir diminuer ça. Donc, en fait, tu fais un peu d'humour, t'essayes de dédramatiser, tu te mens un petit peu à toi-même en te disant que finalement ça va, c'est rigolo. Mais en fait, ça l'est pas. C'est qu'un moyen de défense, c'est une technique que t'es obligé d'utiliser. Et en fait, tout ça, c'est un peu genre, on va mettre ça sous le tapis, oh là là, faites preuve d'humour. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, en toute franchise, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, encore une fois, c'est peut-être moi qui comprends mal aussi ce qui est dit, ce qui est écrit. C'est pour ça aussi que je prends vos retours dans le chat. Et c'est vrai que moi, je traduis un peu tout ce qu'on lit depuis le début, un peu comme ça, et je trouve que c'est un peu beaucoup problématique. Je sais pas. Je reprends. Cet espace permet de rendre acceptable la perte de certaines ressources. L'amertume de cette perte se trouvant compensée par une satisfaction vis-à-vis d'autres sphères de l'existence. Les récits des déclassés mettent par exemple l'accent sur l'épanouissement que leur procure leur vie familiale, à laquelle ils n'auraient pas pu se consacrer autant en ayant un travail plus prenant. Dans le cas des femmes trans, le changement de statut est rendu tolérable par la sérénité que procure la transformation. Toutefois, certaines MTF s'avèrent plus résilientes que d'autres. Dans l'extrait suivant, Danielle, qui a entamé son changement de sexe à la fin de l'adolescence, à la suite de quoi elle a connu 3 ans de travail de sexe, se moque des femmes trans qui ont longtemps vécu en tant qu'hommes et se plaignent du réajustement de leur position sociale. Alors là, déjà, avant même de lire le témoignage, je suis un peu en mode « Quoi ? Comment ça ?» C'est donc là le moment où on va arriver sur les violences intra-communautaires, sur le moment où entre nous on s'envoie des beignes. Quelle joie. Quelle joie. Le truc qui me frappe,
Ce sont les personnes qui font des transitions un peu tardives et qui s'étonnent. Ah tiens, on m'a diminué mon salaire par 2. Bah ouais, c'est que t'es une vraie femme. Si on fait une transition homme vers femme, bah on va être traité comme une femme. Et on aura moins d'argent que les autres. C'est ça être une femme aussi. C'est ne pas toucher le même salaire que les hommes. Yes, so what? Quelle est la pertinence de cet ajout? Je suis désolé, mais personnellement, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de témoignage, enfin, de partager cette partie-là d'un témoignage, dans le sens où, à part faire un tir sur les camarades, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Personnellement, là, à part voir un tir sur des camarades, je vois pas ce que ça peut traduire d'autre. Ouais, ok, toi, t'as accès, on va dire plus rapidement, à la conscience qu'on vit dans une société oppressive, patriarcale, etc. Très bien, cool. Et du coup, c'est une raison justifiée pour mettre un tir sur la copine qui s'en rencontre avec 20 ans de décalage? C'est ça? Ça justifie le fait d'envoyer un tir? C'est pertinent? Ça apporte quelque chose? Ça t'apporte une satisfaction dans la vie? Et à nous qui lisons cet ouvrage, ça apporte quelque chose? Ça traduit quoi, du coup, de partager ce genre de témoignage? Ça partage juste un tir, donc du coup, ça veut dire quoi? On a le droit de faire des tirs? Allez, vas-y, on s'éclate, on va faire des tirs sur les copains et les copines? Allons-y. On est déjà en train de souffrir et de subir tout le système oppressif dans lequel on est. Donc allez, autant en rajouter un petit peu. Venons rajouter une petite couche sur les copains et les copines qui sont déjà en train de subir les mêmes choses que nous, voire même peut-être potentiellement pire que nous. Je comprends pas trop l'intérêt là de partager ce point de vue-là. Je ne comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Les MTF qui, comme Daniel, ont transitionné jeunes et ont commencé leur vie professionnelle au féminin, s'accommodent davantage des formes de ségrégation sexuée qui se jouent sur le marché du travail. Elles ont été traitées comme des femmes depuis le début de leur carrière. Le coût subjectif de la transition est moins élevé pour elles que pour celles qui ont eu une activité au masculin. Cependant, les MTF qui transitionnent à un âge avancé ne manquent pas de réflexivité. Parce qu'elles sont désormais des femmes, elles découvrent la domination qu'elles ont elles-mêmes exercée. Elles parlent rarement de leur vie familiale passée. Un domaine dans lequel le déclassement se fait peu sentir, car au moment des entretiens, elles n'ont pas ou pas encore fait l'expérience d'une longue vie de couple hétérosexuel en tant que femme. Question. Hein. Pourquoi, si tu fais une transition, tu devrais connaître une longue expérience de couple hétérosexuel avec, du coup, le genre que tu as quitté? J'aimerais comprendre. Quel est enfin... Bref. 50 nuances de bref. Par ailleurs, on rappelle que les mecs trans et les mecs cis ne sont pas non plus exactement dans la même situation par rapport au patriarcat, complètement. Les nuances sont importantes des fois, mais bon, j'imagine qu'elles vont toutes passer à la trappe dans ce bouquin. Bah, je sais pas. Je reprends. En revanche, elles évoquent souvent leur travail. La réflexivité se fait surtout sentir dans les narrations de celles qui occupent des métiers masculins. Ingénieure dans le domaine de l'armement, Aurélia reconnaît n'avoir pas mis les femmes dans le feu de l'action lorsqu'elle était un homme. Elle s'en rend compte maintenant qu'elle est elle-même assignée, par des hommes, à des tâches plus managériales que créatives et technologiques. Dans le domaine de l'armement. D'accord. N'oublions pas ACAB, au passage. Pour faire leur deuil et donner du sens à leur déclassement, il n'est pas rare que ces MTF mobilisent leur socialisation masculine passée, cette fois au service des femmes. Je me permets de quand même faire un petit aparté. Juste un truc, je ne vois personnellement pas d'intérêt dans des sociétés qui sont certes oppressives de vouloir mettre en avant et de vouloir faire progresser les droits en mettant tout simplement plus de représentation, genre des meufs pour faire des armes. En fait, le truc qu'on veut, c'est une révolution sociale. Ce qu'on veut, c'est modifier nos sociétés à tellement de niveaux, et y compris, genre, arrêter de faire de l'oppressif, arrêter de faire une société de l'armement, arrêter en fait de promouvoir l'égalité, parce que, enfin, c'est comme le move à un moment donné, par exemple pendant les élections présidentielles, il y avait un move avancé par certaines personnes qui était « Ah, mais vous avez vu, Marine Le Pen, c'est une femme, quel progrès pour le féminisme !» Marine Le Pen, c'est une horreur. C'est une horreur à tellement de niveaux que c'est pas une grande avancée pour le féminisme que d'avoir une candidate raciste, xénophobe, antisémite, LGBTophobe, et j'en passe, qui est candidate à la présidence, en fait. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas genre une bonne nouvelle pour le féminisme, en fait.
La meuf, elle est tout aussi horrible que les candidats mecs de ces partis-là, en fait. C'est pas une avancée, c'est pas un progrès. Voilà. Je me permets quand même de faire ce petit point parce que ça me semble important quand même de le placer de temps en temps, quoi. Oui, 13-12, toujours. Je reprends la lecture, je vais essayer d'arriver à une fin de partie avant de... Ouais, il y a une fin de partie juste après, avant de couper la VOD. Les femmes trans connaissent bien les ficelles de la domination masculine. Les ayant expérimentées depuis l'intérieur, elles les cernent suffisamment bien pour les retourner contre ceux qui ont autrefois été leurs pères. Surtout le cas pour celles qui ont longtemps vécu au masculin avant leur transformation. D'une part, ces MTF ont été durablement socialisées dans l'autre sexe. D'autre part, elles ressentent davantage le besoin de se repentir de toutes ces années de privilèges. Utiliser les connaissances des hommes au profit des femmes, elles sont devenues, contribuent à restaurer une paix intérieure et à accepter le déclassement. Mais pardon, mais non. Pardon, mais non, en fait. Le côté de venir dire « Ah, en fait, les femmes trans, elles savent jouer avec ces codes-là, elles savent les contourner. PTDR, non. Et ensuite, venir jouer sur le côté, vraiment, le besoin de se repentir. Mais sortez de votre prisme judéo-chrétien de merde. Sortez-vous le cul de ça. Le côté, le pardon, le repentir, etc. C'est tellement marqué. C'est tellement marqué. Oh, ça me tue. Bonjour Vulgadroit, j'espère que tu vas aussi bien que possible. Autre exemple, la venue d'Atal et de Dussault qui n'a pas permis d'avancer des droits LGBT. Bah bien sûr que non, bien sûr que non. Alors non, c'est pas parce qu'on est homme qu'on maîtrise bien l'oppression, on y participe, c'est évident, mais de là à identifier et utiliser, c'est autre chose. Oui, et à plus forte raison quand en plus t'es une femme trans. Genre, parce qu'on m'a socialisé comme un homme de force pendant un temps, maintenant que je suis une femme trans, en fait, je maîtrise les codes sociaux et je maîtrise les éléments oppressifs et donc je peux les retourner et les maîtriser. Bah non, en fait, non. Enfin... Je pense qu'il y a un certain nombre de femmes trans dans le chat, je pense qu'elles pourront me confirmer qu'elles n'arrivent pas à retourner à leur avantage la situation du patriarcat. Et je pense qu'elles pourront confirmer qu'elles se mangent le patriarcat. Point. Voilà, c'est vraiment là le move. Voilà, hein. Voilà. Oui, et encore une fois, on peut parler des racisés qui sont pourtant racistes au gouvernement, hein, très 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 clairement. Mais très clairement. Encore une fois, un token, c'est très joli, mais c'est qu'un token. Donc bon. Bref. Quoi, elles ont pas gardé les cheat codes? Bah non, 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 hein, ça ne fonctionne pas. Damned. Je reprends Nathalie, par exemple. S'amuse de l'accueil qu'elle fait aux hommes qui se permettent de l'aborder dans l'espace public. J'ai compris plein de trucs avec cette histoire de transition. Ce que vivaient les femmes vraiment. Qui ne pouvaient pas être tranquilles à lire un bouquin sur un banc. Mais ça ne me faisait pas peur. Parce que je vois le mec, je me dis, toi, t'es en train de venir m'emmerder, mais je te connais. Tu ne sais pas que je te connais, mais je te connais vachement bien. T'es en train de faire ci, de faire ça, après tu vas me faire ça, tous les coups. Les lourdingues, tu les sens vite, et je m'en amusais. Déjà, je leur répondais pas en ayant peur, et ça les surprend. Enfin, je dis peur, mais il y a des degrés. Mais je leur tenais tête, quoi. Ça, ils ne comprenaient pas bien, parce que ils sont pas habitués à ça. Ça les excite pas, en plus. Je les connaissais tellement que ça allait être l'arroseur arrosé. Ah, très bien, t'as un témoignage d'une personne qui arrive à retourner un peu la situation. Très bien. Et du coup, t'en fais une généralité? Genre vraiment sérieux, quoi. Oh, la fatigue. Oh, la fatigue. Hein. Au moins, les femmes trans peuvent toujours faire des doubles sauts. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Désolé, mais j'ai un doute sur ce cheat code. Je pense que non. Donc bon, c'est pas les femmes trans qui dirigent le patriarcat de leur expérience, quoi. Non mais, enfin... Voilà, quoi. Hein. La lecture est pas très bien. Hein. Encore une fois, pour celles qui sont arrivées au cours de route et qui sont en train donc de subir ça avec nous, c'est pas très bien ce qu'on lit. Hein. C'est pas très très bien. Hein. C'est vraiment pas très très bien. Hein. C'est un peu infernal. Hein. Un peu beaucoup envie de canner. Hein. Bon, je continue, je reprends. C'est les MTF craignent d'être perçus comme des PD en début de transition. Elles sont moins inquiètes du sort qui leur est ensuite réservé en tant que femmes. N'ayant pas fait l'apprentissage de la peur, à la différence des femmes cis, elles hésitent moins à tenir tête aux agresseurs. Cependant, la riposte apparaît parfois moins comme une forme d'autodéfense féministe que comme un vestige d'une socialisation masculine plus ou moins compétitive. Pareil, ça aussi, je peux pas être vraiment d'accord avec ça.
le côté que les femmes trans n'ont pas appris la peur. Pardon, mais dans quel monde tu vis? C'est-à-dire qu'en fait, les femmes trans, très clairement, en plus à travers un certain nombre de témoignages que tu as montrés depuis le début du bouquin, elles ont subi des agressions, elles ont subi des violences, notamment parce que, en fait, on perçoit qu'elles sont trans, on perçoit en tout cas chez elles qu'il y a peut-être une remise en question du genre, et parfois il y a aussi s'ajouter tout simplement la question aussi de l'orientation sexuelle qui vient jouer, et donc du coup il y a des agressions qui sont de manière générale LGBT-ophobes qui arrivent. Comment tu peux croire que ça crée pas la peur? Comment tu peux croire que ça n'apprend pas la peur? Surtout quand de manière très claire, les témoignages te le disent, je fais exprès de paraître neutre. Je fais exprès de être dans un passing où je vais adopter des comportements qui font que je vais réduire la probabilité qu'on m'attaque. Comment tu peux partir du principe que là, du coup, il n'y a pas un apprentissage de la peur? Comment tu peux poser ça? Genre, littéralement, tu as des témoignages que tu as mis en avant qui montrent l'inverse. Genre, s'il vous plaît, un peu de cohérence. Un peu de cohérence, quoi. Et pareil, un autre truc qui vient se rajouter derrière, la riposte apparaît moins comme une forme d'autodéfense féministe que comme un vestige d'une socialisation masculine plus ou moins compétitive. En fait, vous réagissez comme ça, pas pour vous défendre, mais parce que vous êtes dans la compétition. Pardon, mais va te faire foutre. Je vais être vulgaire, je vais recommencer à être vulgaire, mais pour développer ce point de vue-là, et va te faire foutre. Vraiment. C'est en déconner. C'est vrai, mais ça rappelle des bails TERF, mais parce qu'il y a des propos TERF qui sont repris. Au tout début, on a notamment utilisé des personnes, justement, TERF comme référence dans cet ouvrage. Et vraiment, t'es là en mode... Please, quoi. Please. On peut faire mieux que ça. Encore une fois, un truc qui me tue, c'est que cet ouvrage qu'on lit, écrit par une personne concernée. C'est un auteur qui est un mec trans. C'est un courant de pensée qui est développé, qui est réutilisé, qui est maintenu dans des milieux trans. Et voir qu'on a ces bails-là, ça me fume. Comment est-ce qu'on peut autant foutre les gens sous le bus qui sont des gens de nos communautés? Comment c'est possible de faire ce genre de move et de ne pas voir le problème? Bref. Les femmes trans n'ont jamais subi d'insultes homophobes avant leur transition. Ouais. Je reprends. C'est ainsi qu'Hélène m'avoue. Quand je suis en colère, je deviens un homme. Je suis obligé de le reconnaître. Le côté féminin s'échappe complètement. Il y a des aspects en moi qui sont restés masculins. Alors attention. Alors déjà, je vais réagir à ça. Puis après, je vous préviens, la phrase d'après, je l'ai commencé à la lire et ça va être craignos. Donc déjà, voilà. Déjà, je réagis à ça. Depuis le début du bouquin, au tout début du bouquin, tu nous dis, alors attention, la transidentité, c'est multiple, il n'y a pas que correspondre au genre opposé à celui qu'on nous a assigné à la naissance, et puis basta. Il y a des trucs qui sont fluides, il y a des trucs qui sont plus neutres, etc., etc. Enfin voilà, il y a un côté où il y a des aspects à prendre en compte différents que juste l'aspect de l'opposé. C'est bien, ok. Sauf que depuis, à chaque fois, systématiquement, il faut rentrer dans les stéréotypes à 200%, sinon ça passe pas. Et là, typiquement, tu as donc Hélène qui nous dit quand je suis en colère, je deviens un homme, je suis obligé de le reconnaître. Côté féminin s'échappe complètement. Les aspects en moi qui sont restés masculins. Comme si, en fait, la colère, etc., c'était masculin pur et dur. Comme si une femme, ça pouvait être que doux. Donc on est complètement dans l'essentialisation, en fait, de ce qu'est un homme, une femme. Et encore une fois, tout ce qu'il y a au milieu, tout le neutre, etc., n'existe pas. Genre, ça, c'est pouf, ça disparaît dans les méandres de l'oubli, de on s'en branle, etc. Enfin, vraiment, c'est... Putain, vous faites de l'essentialisme toutes les 2 secondes à 200% en mettant en avant de manière systématique que « Oh mais regardez, qu'est-ce qu'on est matérialiste !» Mais enfin, vous valez mieux que ça quand même. Pitié. C'est incroyable, des trans conservatrices, j'en ai vu, mais je crois que j'ai jamais vu un niveau de transphobie intériorisé au point de répondre à des idées transphobes assumées premier degré. Et pourtant... Bon, attention, je reprends. Donc la phrase suivante, ça va attaquer des points de santé mentale, je préviens. Pierre Bourdieu appelle l'effet d'hystérie la résistance de la socialisation primaire dans la trajectoire de mobilité sociale.
Je vais juste continuer de lire, d'accord? On va pas relever, on va rien dire, je vais juste continuer de lire. On fait ça, hein? On fait ça? On fait ça. Les trans peuvent, comme c'est le cas ici, expérimenter un tel effet. Ainsi, certains MTF, souvent issus de milieux populaires, peuvent parfois continuer à voir dans les agressions masculines une offense plutôt qu'une menace. Il n'est pas aisé de se défaire de sa socialisation initiale. L'éducation d'origine perdure, dans une certaine mesure, après la transition. Le constat est généralement plus douloureux pour les hommes que pour les femmes trans. Ok, Bourdieu a dit de la merde, et donc, ouais, voilà, on va faire ça. Hein. C'est vraiment genre, ok, Bourdieu tiers, allez, bisous. Hein. C'est peut-être le gage cité Bourdieu, bah c'est un sociologue, donc oui, j'aurais tendance à dire qu'il fait la case. Eh, vous avez vu, j'ai cité le sociologue ultra important de notre temps. Oui, oui, oui. Ouais, il était raciste. Ouais, il était sexiste. Non, mais attendez, c'est le grand nom, on a dit. Donc ça compte. Bon, là, je vais pas finir sur ce qui vient d'être dit, hein, mais grosso merdo, le move de... ah, mais en fait, même si on fait une transition, tu restes que tu étais. Voilà, hein. Voilà, hein. Flemme. Petite fougère de YouTube sur cette fin de partie. Nous allons nous arrêter là. J'espère que tu as... Non, je vais pas dire passer un bon moment parce qu'on passe pas un bon moment. J'espère que tu as passé un moment intéressant, éducatif, pertinent sur cette VOD, sur cette écoute de la lecture commentée de Transfuge de sexe. On se dit à très bientôt pour la suite. Et voilà, des bisous. Ciao, ciao, ciao.